Bonjour Anne. Bonjour. Je vous remercie de nous recevoir ici dans votre appartement à Paris. C'est un plaisir. Merci. Et je viens au nom de l'ABP, l'association belge de psychodrame que vous connaissez. Oui, et que j'estime. Merci. Et je viens vous interviewer et vous poser des questions à propos de Moreno. Oui. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de vos rencontres avec Moreno il y a plusieurs dizaines d'années? Je voudrais d'abord faire un préambule. Oui. On attribue à Moreno, à juste titre, l'origine du psychodrame. C'est un psychodrame un peu théâtral. Il existe aussi en Amérique un autre psychodrame, celui de l'école Sainte-Élisabeth à Washington, D.C., qui est un psychodrame centré beaucoup sur la communication non verbale. Et c'est plutôt celui-là qui m'a formé. La plupart des psychothérapies sont des psychothérapies assises. On est assis dans un fauteuil et on parle face à face. Il y a des psychothérapies couchées, comme par exemple la psychanalyse. Et il y a des psychothérapies debout et en mouvement, comme le psychodrame morénien. Dans la mesure où le psychodrame analytique est différent. Mais dans le psychodrame morénien, on est à la fois assis, couché, debout et en mouvement. On peut être couché par terre, on peut courir, on peut se toucher, on peut se battre légèrement en faisant semblant sur le tapis et sans se faire mal. On peut se taper dessus avec une bataka. On a effectivement une bataka, c'est-à-dire comment ça s'appelle, un bâton dans un polochon qui fait qu'on ne fait pas mal en tapant avec. Et donc c'est important d'avoir le choix entre toutes ces thérapies. Et pour moi, le psychodrame est le plus riche parce que c'est un mélange de tout. On fait l'analyse des rêves, on joue les rêves, on joue les situations de vie, on joue le passé, le présent, le futur, le possible et l'impossible. Et donc, c'est une énorme variété de possibilités. Et c'est la plus ancienne des thérapies nouvelles, c'est la plus nouvelle des thérapies anciennes. Et elle me paraît la plus riche en possibilités. Et c'est pour ça que je fais du psychodrame. Je ne sais pas si c'est une définition qui vous convient. Merci. Et je me dis, en vous écoutant, je me dis, mais tiens, quand avez-vous décidé de faire du psychodrame? Comment êtes-vous arrivé? Je crois qu'on ne décide pas. Ça se décide pour vous. Et ça s'est décidé pour moi. La première fois que j'en ai vu, je me suis dit, ces gens sont fous. Néanmoins, j'ai fait ma vie dans le psychodrame. Oui. Comme quoi, entre la première impression et ce qu'on fait après, ça peut être tout à fait différent. C'est une des rares psychothérapies qui tient compte du contact physique et de la réalité. Et c'est très différent de dire, par exemple, froidement, « Je suis un chien et je vous mords », ou de prendre sa main et d'appuyer très fort sur le bras
de quelqu'un et de dire « je vous mords ». Parce que quand on appuie très fort, l'autre sent quelque chose dans son corps. Et c'est pour ça que le psychodrame morénien, qui est un psychodrame physique, me paraît fondamentalement important. Dans le psychodrame morénien, on fait ce que l'on dit. Ça me paraît essentiel comme différence. La présence du corps. La présence du corps, oui. Mhm. Et le fait de faire ce que l'on dit. Mhm. Et non pas de dire des choses différentes de ce que l'on fait. Alors c'est drôle, en étant assise comme ça, je vois vaguement sur le mur une photo de Moreno. Oui. Qui est assis sur les marches du podium, Mhm. d'un podium de théâtre ou de psychodrame. Pour moi, le trépied sur lequel s'appuie le psychodrame, c'est le jeu de rôle, la communication non verbale et la psychothérapie assise ou debout. Les secrets de famille, c'est comme une patate chaude qu'on se repasse de main en main et ça brûle toutes les mains au passage, de génération en génération, jusqu'à ce qu'on arrive à retrouver et à traiter le drame ou le traumatisme initial. Je me rappelle par exemple d'un cas où on était dans un congrès et quelqu'un a mentionné les croisades. Mhm. Et à ce moment-là, une femme dans la salle s'est mise à hurler « Ne touchez pas à mon enfant, ne touchez pas à mon enfant ». Et il lui est revenu en mémoire que du temps des croisades, il y avait des croisés qui prenaient les enfants arabes par les pieds et leur fracassaient la tête sur les murs, et les murs de Jéricho en particulier. Mais ça lui est revenu au cours d'un psychodrame, et ces hurlements ont fait trembler les vitres de la pièce où on était, tellement elle criait fort et pleurait fort. Je veux dire que la mémoire revient très vite sur beaucoup de choses très anciennes. C'est important de faire les choses en vrai. Par exemple, quand on joue avec des enfants. Oui. Les enfants vous présentent souvent du sable et on prend le sable, on le met devant sa bouche et on dit miam 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 que c'est bon. Mhm. Mais seuls des psychotiques avaleraient ce sable. On joue, comme disent les enfants, pour de vrai, mais on ne fait pas semblant. Mhm. Et donc c'est très important de jouer pour de vrai et de ne pas faire semblant. Quand on fait semblant, tout est faux. C'est ça. Et ça ne change rien dans les traumatismes des gens, ni leur comportement, ni les drames qu'ils vivent et revivent. Par exemple, on peut jouer avec quelqu'un, en psychodrame vrai, une rencontre et un changement de comportement, c'est-à-dire un pardon, par exemple. Mhm. Et quand on le joue pour de vrai,
c'est comme si la personne avait été dans la pièce, même s'il n'y était pas. Et le comportement des gens à votre égard change comme si ils avaient été dans la pièce, alors qu'ils n'y étaient pas. Je trouve important l'interaction qu'il y a dans un groupe, qui permet plus facilement de changer. Parce que ce qui est important, c'est changer son comportement et changer l'histoire familiale en mieux. Mais il n'y a que moi et mes élèves qui parlons de se dérouler, c'est-à-dire de sortir du rôle. Parce que j'ai remarqué que si on ne sortait pas du rôle et qu'on avait joué des rôles dramatiques comme des morts ou des mourants, il arrivait que ces gens aient un accident sur le chemin de retour du groupe. Donc je fais très attention à les faire se dérouler ou être déroulés par le groupe avant de quitter la salle pour partir sur le chemin de retour pour rentrer chez eux. Parce que moi je tiens compte de ce qui se passe dans la salle et de ce qui se passe hors de la salle et de ce qui se passe dans les jours suivants après la fin du jeu. La carte n'est pas le territoire. Vous vous rappelez qu'il disait ça? Non. Bon, mais juste maintenant, moi non plus. Et qui racontait qu'on l'avait chargé de surveiller un pont. Et quand il est arrivé au bord de la rivière, eh bien, il n'y avait pas de pont. Le pont avait sauté. Et c'est là, je crois que c'est Václavic qui a dit la carte n'est pas le territoire. Ouais. Ça veut dire que la théorie n'est pas la pratique. Et c'est très important de faire la différence entre la carte et le territoire. Et il y a aussi ce tableau célèbre qui représente une pipe pour fumer et qui s'appelle « Ceci n'est pas une pipe » parce qu'effectivement, on ne peut pas fumer en vrai sur une pipe dessinée. Et qu'il est important de voir la différence de la réalité vraie de sa représentation. J'ai ce que l'on appelle une observation fine, c'est-à-dire que je regarde les gens qui parlent, qui seraient mes clients, si vous voulez, je les regarde et je les écoute. Et je vois en même temps ce qu'ils font de leur corps. Si on regarde un groupe, c'est quelquefois étonnant. On voit quelquefois tous les gens habillés en clair d'un côté, tous les gens habillés en sombre de l'autre côté du groupe. On voit quelquefois des gens se mettre face à face et on va s'apercevoir ensuite qu'ils vont s'agresser pendant la séance. Il y a beaucoup de choses qui se passent et qu'il faut apprendre à observer. Et c'est ce que j'appelle, moi, l'observation fine, ou l'observation armée de tout ce qu'on a appris. Moi, j'ai appris par un ami portugais à avoir un regard en phare. C'est-à-dire que je ne regarde pas
ceux qui parlent, je regarde ceux qui écoutent et je fais le tour du groupe tout le temps. Parce que je sais que si je regarde celui qui parle, il va parler tant que je le regarde. Et donc, je ne sais plus comment il s'appelait, ce Portugais, son nom va me revenir, j'espère. Il m'avait appris à avoir un regard en phare, c'est-à-dire de faire sans arrêt le tour du groupe avec les yeux. Et en particulier, de m'arrêter de temps en temps et de dire à quelqu'un que je voyais assis en avant et la bouche ouverte, qu'est-ce que vous hésitez à dire, par exemple? Et à ce moment-là, 9 fois sur 10, la personne disait ce qu'elle hésitait à dire. Et ça me paraît important. Comment il s'appelait, ce Portugais? Eduardo Cortesao. Il m'a appris le regard en phare. Eduardo était à la fois psychologue et psychanalyste. Et je lui dois beaucoup de choses au sujet de ma manière de travailler, et en particulier ce qu'il appelait le regard en phare, tout autour du groupe. Quand on voit le groupe en défense, il est important d'apprivoiser le groupe pour qu'il cesse d'être en défensive. Parce que tant qu'ils sont en défensive, on ne peut rien faire de valable. Apprivoiser, vous dites? Apprivoiser, oui. C'est-à-dire? Vous n'avez jamais apprivoisé de chat ou de chien? Je ne sais pas comment dire apprivoiser, c'est apprivoiser. C'est-à-dire à ce que les gens cessent d'être sur la défensive et se sentent libres d'exprimer ce qu'ils ont envie d'exprimer. Et donc pour moi, la lecture du langage du corps est très très importante. Et de l'accessibilité du corps, si le corps est accessible visuellement, ou si le corps est en défense visuellement. Et tant que le corps est en défense, on ne peut pas travailler en vrai.